Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes réalisatrice, vous êtes universitaire et vous avez réalisé un documentaire qui sort la semaine prochaine en salle, le 11 octobre, qui s'appelle « Ouvrir la voie » et qui est, pour beaucoup de ces spectateurs, je pense, une claque. Dans « Ouvrir la voie », on entend les témoignages de femmes noires que vous avez rencontrées, que vous avez longuement filmées et qui racontent la difficulté de vivre dans une société majoritairement blanche. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par en regarder deux courts extraits et ensuite on reprend la discussion avec vous, Amandine. Ça marche. J'avais 3 ans, j'étais dans un parc et la petite fille elle m'a dit non, je ne veux pas jouer avec toi parce que t'es noire. C'est la première fois. Et je m'en rappelle puisque ça m'a fait tellement mal que je m'en rappelle encore maintenant. Et je me rappelle même de là où j'étais. J'ai les images encore dans ma tête. 3 ans, c'est jeune, hein? Ouais. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais un amoureux, j'étais amoureuse de cet amoureux. Et il m'a dit « jamais t'es noire ». J'étais dans la rue, je tenais la main à mon père, on traversait la rue, et il y a une petite fille qui devait avoir mon âge et qui a dit « Regarde maman, elle est noire, elle est moche parce qu'elle est noire ». Souvent, tu te retrouves dans un lieu, puis il y a un noir, je sais pas, qui fait une connerie, et il le fait là, par exemple, je sais pas moi, par exemple un noir qui mendie, et puis qui commence à chanter, qui commence à faire, ou qui commence à jouer du djembé et tout, et puis tu fais « oh putain, un noir » et tout. Et c'est cette réaction-là qu'on a souvent, « oh putain, ça va me retomber dessus », ou en tout cas, ça, tu vois, il y a ce truc-là, c'est assez pesant et c'est chiant, quoi, parce que les blancs, ils pensent pas comme ça, quoi. Je pense pas que quand il y a un blanc qui fait quelque chose, ah putain, les blancs. Mais j'aimerais bien aussi que ceux qui ont des privilèges s'en rendent compte. Mais ça, voilà, c'est ça qui est un peu le privilège de l'innocence de sa couleur de peau. C'est un peu, voilà, j'aimerais bien, on aimerait tous l'avoir, mais bon. Alors Amandine Gay, on vient de regarder 2 courts extraits de votre film. Ouvrir la voie, alors la voie comme la voix qu'on parle. Est-ce que vous pourriez tout simplement commencer par dire pourquoi vous avez voulu tourner ce documentaire ? Oui, ça part d'un constat qui venait de mon travail de comédienne. À l'époque, j'étais comédienne et j'étais très très fatiguée du type de rôle qu'on me proposait, c'est-à-dire soit la migration tragique, soit la banlieue délinquante, qui sont un peu les 2 pôles auxquels on est invité à passer des castings quand on est une femme noire en France. Et donc, je trouvais ça vraiment difficile, on va dire, dans mon travail alimentaire, de contribuer à renforcer des stéréotypes que, par ailleurs, dans mon travail militant, j'essayais de déconstruire. Donc, j'avais déjà essayé de passer par la fiction. Le problème, c'est que c'est pas le même type de financement, et donc ça requiert aussi de passer par des boîtes de production et de travailler avec des personnes qui sont pas forcément ouvertes à des questions, on va dire. Et même là, on n'allait même pas vraiment dans des choses très, très politiques. Mais donc, par exemple, j'essayais de glisser des personnages noirs dans des situations, on va dire, un peu banales, ou dans des groupes d'amis, où je mettais, par exemple, une lesbienne noire sommelière, et même ça avait du mal à passer. On me disait, mais ces filles-là n'existent pas en France, c'est trop américain. Donc du coup, après un certain nombre de conversations comme ça qui me choquaient beaucoup, je me suis dit, on va commencer par le commencement, puis on va faire de la non-fiction, je vais faire du documentaire, puis je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi. Et j'avais envie d'avoir cette accumulation de récits pour qu'on puisse voir qu'il y a de la nuance, on n'est pas d'accord sur tout, qu'il s'agisse par exemple de la façon de se définir, de nos orientations sexuelles ou des religions aussi qui font partie des communautés afro, il y a énormément de diversité et qui est quelque chose qui est très peu représenté en fait. L'individualité des femmes noires et ce qui fait qu'elles sont un groupe hétérogène et non pas un espèce de grand blob homogène, voire même quand on dit les noirs comme si on était un ensemble comme ça global et totalisant, ça c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie de m'éloigner avec ce film-là. Alors, dans cette intention qu'on entend bien dans ce que vous dites de déconstruire des stéréotypes imposés à ces femmes noires, il y a le geste que vous faites avec le film, leur donner la parole. Donc, ouvrir la voie, c'est déjà donner la parole à ces femmes qu'on n'entend pas dans les médias dominants et dans l'espace culturel dominant de cette société. Mais il n'y a pas que cette dimension documentaire, si je puis dire. Il y a aussi une dimension outil de lutte contre les dominations et notamment il y a toute une partie du film qui porte sur, en tout cas ça revient souvent dans les propos des femmes, sur la manière dont beaucoup de blancs ont de décrire les blacks. Et plusieurs femmes interrogées disent « mais moi ce mot black, je ne le supporte pas, je ne suis pas black, je suis noire ». Pourquoi est-ce si important ?
Parce que vraiment, ce film, il met au centre la nécessité de se réapproprier la narration. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de parole d'experts, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de regard surplombant sur leur expérience. Déjà, c'est une expérience partagée, c'est une conversation entre 24 femmes, puis il y en a une 25e qui est plus ou moins visible, qui est moi en fait, qui est organisée et qui a orienté cette discussion-là. Et ça, pour moi, c'était la première chose on va dire, dans une perspective d'émancipation et libération de la parole, c'était de montrer que, quel que soit leur parcours, ces filles étaient tout à fait capables d'avoir un regard critique sur leur vie, sur leur expérience, d'expliquer en quoi c'était politique. Et ce qui m'intéressait, un des mouvements du film, c'est de reprendre finalement le slogan féministe, le privé est politique, et de montrer comment des enjeux qui vont souvent être montés comme étant triviaux, où on va nous dire « oh mais ça va, c'est un con, c'est de l'ignorance », moi je voulais montrer comment ça c'était politique. Et la question du terme « black », c'est que c'est pas juste un mot. C'est qu'est-ce que ce mot reflète. J'explique souvent ça. Moi, je ne dis pas les whites. Je ne dis pas « ah, j'ai un pote white » et en plus, c'est ridicule si je dis « j'ai un pote white ». Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on passe par le biais de ce mot en anglais? Est-ce que ça vient juste de l'histoire du hip-hop et des années 80 où voilà, c'est un peu cool le côté afro-américain? Ou est-ce que ça ne révèle pas aussi un malaise dans la société française quant au fait d'utiliser le mot noir? Moi, je n'ai pas de problème avec le fait d'utiliser le mot noir ou le mot blanc, mais est-ce que par contre, les personnes qui disent black systématiquement, si elles ne disent jamais noir, peut-être qu'elles doivent s'interroger sur pourquoi elles ne disent jamais noir. Et donc pour moi, c'est ça qui était important, c'était de montrer comment un enjeu qui peut paraître complètement justement dépolitisé et de dire « oh mais alors vous, vraiment, vous aimez faire des histoires pour tout et n'importe quoi, alors ça y est, on peut plus dire black et tout ». Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de tous les mots qu'on utilise pour éviter des questions sociales en France. Et je donne souvent cet exemple-là avec le terme « contrôle aux faciès », qui pour moi me semble aussi être un évitement. C'est du profilage racial. Profilage racial. On ne contrôle pas les faces de tout le monde. On contrôle les faces des Noirs et des Arabes. Donc c'est du profilage racial. Mais en disant contrôle aux faciès, on évacue la question raciale. Et donc pour moi, c'est tous ces termes qui en France permettent en fait de ne pas aborder les questions frontalement. C'est pareil, ce n'est pas de la discrimination positive. Ce sont des mesures correctrices d'inégalité. Parce que l'affirmative action, qui est le terme en anglais, ce sont des mesures qui visent à faire qu'à compétence égale, les personnes qui sont d'ordinaire discriminées aient une chance d'avoir un poste. Donc il ne s'agit pas de discriminer qui que ce soit, il s'agit d'enrayer, d'éradiquer la discrimination en mettant en place des mesures correctrices d'inégalité. Quand on dit discrimination positive, on sous-entend qu'il y a un groupe qui va être pénalisé et que c'est le groupe majoritaire qui d'habitude en fait est favorisé. Donc ça pour moi c'est vraiment toutes les questions on a besoin de recadrer un peu les termes et le discours. Parce que sinon, effectivement, soit on ne voit pas la dimension politique de certains sujets, soit en fait, en plus, on stigmatise les personnes qui demandent juste une égalité réelle, une égalité en droit. Et une visibilité, puisque le film porte aussi beaucoup sur cette question de la visibilité. Dans l'extrait qu'on a entendu au tout début, il y a un moment, je pense, assez important, où l'une des personnes que vous interviewez parle du privilège de l'innocence de sa couleur de peau. En quoi être blanc est-il un privilège, selon vous ? C'est vraiment le privilège de la norme qui ne se voit pas et qui ne se nomme pas comme telle. C'est-à-dire que quand je dis, voilà, je ne dis pas les whites, mais même déjà dire les blancs. C'est quelque chose qui peut passer plus ou moins bien. Moi, je me rappelle de l'époque où j'avais écrit cet article qui s'appelait « L'antiracisme commence avec la déconstruction du privilège blanc ». Ça date de 2014. Ça ne s'est pas très bien passé le jour où ça a été publié. Déjà, que les personnes blanches en France admettent qu'elles sont blanches et qu'elles appartiennent à la norme, même si elles sont par exemple précaires, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait admis. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire partie de la norme ? Ça veut dire que quand on est blanc, on ne change pas de trottoir quand il y a la police, parce qu'on ne se sent pas de fait menacé. Donc même si on est un blanc pauvre, on n'a pas un rapport, on va dire, d'angoisse à la police, parce qu'on n'est pas concerné par les personnes qui sont tuées par la police, ou quasiment pas. Et en général, si on l'est, c'est parce qu'on est déjà dans une militance politique, c'est pas juste parce qu'on est un mec noir qui marche dans la rue, et puis qui va être victime de violences policières, comme un très grand nombre de cas, voilà, qu'il s'agisse d'Adama Traoré ou de toutes les personnes qui ont été tuées par la police ces dernières années. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est arriver à révéler la norme. C'est pas tant la visibilité finalement des minoritaires, c'est de faire comprendre quels sont les privilèges qui sont attachés à la norme. Et c'est la même chose, par exemple, que de comprendre qu'on est valide dans une société qui favorise les personnes valides. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des privilèges de personnes valides ? Ça veut dire que tout est à ma hauteur. Je peux retirer de l'argent facilement, je peux me laver les mains facilement, et toutes ces choses de ma vie quotidienne qui ne sont pas un combat, deviennent une galère monstrueuse pour les personnes en situation de handicap. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Faire en sorte que les personnes qui appartiennent à la norme ou qui s'en rapprochent le plus possible aient conscience de leurs privilèges et voient aussi que que tout ça, ça a une dimension processuelle. On n'est pas qu'une seule chose, et c'est pour ça que j'aime pas la dimension essentialisante, totalisante du racisme, du sexisme, du validisme, qui fait que c'est comme si on était soit privilégié, soit pas privilégié. Moi, je suis une femme noire.
dans certains contextes, bien entendu que je vis des discriminations. Mais je suis une femme noire qui est diplômée de Sciences Po, je suis une femme noire qui parle 3 langues, je suis une femme noire qui a grandi aussi dans une famille blanche avec une mère institutrice. Mon parcours universitaire, par exemple, il s'informe de ça. Parce qu'effectivement, j'avais quelqu'un pour m'aider vis-à-vis du système scolaire. Donc moi, par exemple, la discrimination à l'orientation scolaire, je ne l'ai pas vécue, ou pas de la même façon que des personnes qui ont des parents primo-arrivants et qui viennent d'un quartier populaire et dont les 2 parents sont noirs et qui vont être maltraités, par exemple, par les profs. C'est sûr que moi, quand ma mère allait à la réunion parents-profs, elle n'était pas dans le même rapport de pouvoir que des parents, je ne sais pas, moi, maliens, qui parlent plus ou moins bien français et qui se retrouvent face à des professeurs blancs qui vont peut-être plus facilement orienter leur enfant, du coup, vers une filière professionnelle ou technique. Bah ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'arriver de voir quand est-ce qu'on a des privilèges, quand est-ce qu'on n'en a pas, et d'être toujours en mesure de se rendre compte à quel moment on se rapproche de la norme ou pas. Alors c'est intéressant parce que vous citiez à l'instant l'exemple de Adama Traoré et de tous ces hommes racisés victimes de violences policières, parce que votre film, vous, choisit de donner la parole à des femmes. Pourquoi ce choix-là? Parce que... Mais plus sérieusement... Très bien, encore. Mais plus sérieusement, justement dans cette idée aussi que nous ne sommes pas un grand groupe uniforme. Et donc, pour moi, c'était important de faire exister les femmes noires, parce que je suis une femme noire et parce que, justement, souvent, ce qu'est la spécificité d'être femme et noire se noie dans la question plus généralement de ce qu'est être noire en France. Et donc, j'avais envie, pour une fois, que les femmes soient centrées. Et aussi dans l'idée que, quand même, souvent, on attend beaucoup des femmes noires et aussi, on prend beaucoup ce rôle-là, qu'on tienne un peu tout le monde, qu'on mène les luttes, qu'on soutienne, qu'on soit en arrière. Et j'avais vraiment envie, une fois dans ma vie, de mettre les femmes noires, on va dire, au centre de la scène et qu'on ne parle que d'elles. Et pourquoi? Aussi parce que moi, j'inscris on va dire, mon parcours politique dans l'afroféminisme. Et l'afroféminisme, pour moi, c'est expliquer comment, en fait, les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire et le surlendemain d'être pansexuelle. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Alors, c'est comment que ça se passe? Ce qui se passe, c'est que je suis tous les jours au moins les 3. Et voire même d'autres enjeux. Et donc, pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas avoir à faire de hiérarchie entre les luttes, comment on fait pour, justement, voir comment tous les enjeux sont interdéterminés et comment on ne fait pas disparaître, justement, les spécificités de chaque groupe minoritaire. J'explique souvent que dans la catégorie femmes aussi, approchée d'une façon totalisante, ça empêche de voir que dans les années 70, quand les féministes blanches en métropole luttaient pour le droit à l'avortement et pour avoir accès à la contraception, les femmes de la Réunion subissaient des avortements non choisis et des stérilisations forcées. Donc si on prend l'histoire des femmes uniquement du point de vue et les luttes féministes uniquement du point de vue des femmes blanches de la métropole, on oublie que certaines choses qui sont une avancée, une émancipation pour les femmes blanches de la métropole sont en fait, c'est même plus des discriminations, je veux dire, c'est des violences d'État contre les femmes racisées dans les colonies ou dans je sais pas, l'outre-mer, peu importe le nom qu'on veut lui donner. Donc du coup, là, il y a un enjeu de faire exister les groupes, en tout cas les plus minoritaires, parmi une catégorie discriminée, ici les femmes, et c'est le cas aujourd'hui aussi. Il y a une attaque très violente actuellement en Europe contre le droit à l'avortement. Mais les femmes roms aujourd'hui continuent à subir des stérilisations forcées et des avortements forcés. Donc quand on lutte pour maintenir le droit à l'avortement, le droit à l'accès à la contraception en Europe, on doit aussi garder en tête qu'il y a encore des femmes qui subissent des stérilisations forcées aussi en Europe. Dans votre film, les femmes auxquelles vous donnez la parole racontent des situations de violence sociale, comme on a entendu au début de l'entretien, mais elles ne sont pas victimes. C'est-à-dire qu'elles ont quasiment toutes, à un moment dans le film, une parole active, militante, combattante. En tout cas, comment est-ce que vous comprenez les ressources qu'elles ont trouvées pour ne pas se laisser écraser par la violence d'un système qui peut être écrasante? Oui. Alors après, c'est aussi un choix. Hein. Je veux dire, j'aurais pu aussi faire un film sur les personnes qui sont en hôpital psychiatrique, qui sont dépressives. Disons que moi, ce qui me fait... c'était important pour moi, j'ai beaucoup dit, et je redis, que c'est le film que j'aurais aimé voir quand j'avais 15-16 ans. Donc c'était important, même si on aborde les questions justement de racisme, toutes les violences qu'on peut subir, que des jeunes filles repartent de ces projections en n'étant pas désespérées et en se disant que voilà, je veux dire, l'épilogue s'appelle « Tout n'est pas perdu », qu'effectivement, on peut lutter, on peut faire des choses et on n'est pas destiné à se faire écraser. Mais c'est vrai qu'inversement, comme un des, on va dire,
Une des images qui a posé sur les femmes noires, c'est cette idée d'être une femme forte, et puis sur les communautés noires en général aussi, qu'effectivement, il y a une histoire de résilience, on a tout vécu, et l'esclavage, et la colonisation et tout. Ça aussi, c'est un écueil, et c'est dit dans le film. La question, par exemple, de la dépression qui est abordée dans le film, c'était très important pour moi de montrer qu'on avait le droit à la vulnérabilité, que, bien entendu, on fait preuve de résilience, et ça se voit aussi beaucoup dans les cultures noires, la musique, notre création littéraire, nos créations en règle générale, et c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'artistes dans le film, parce que je voulais qu'il y ait des moments justement créatifs et qu'on voit comment on peut dépasser aussi notre condition, et que justement, on n'est pas juste déterminé par la catégorisation sociale, parce qu'effectivement, quand on parle de racisme, de système, de racisme systémique, de sexisme, de patriarcat, certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'on leur enlève leur agentivité. Moi, l'objectif, c'est pas de dire aux gens, c'est sûr que vous allez vivre des choses horribles. Agentivité, si vous pouviez expliquer. Ah oui, agentivité, ça veut dire qu'on leur enlève leur capacité à agir sur leur situation et à pouvoir justement ne pas être déterminés uniquement par le racisme, le sexisme. Donc moi, je voulais pas que des personnes repartent en étant désespérées de ce qu'elles avaient entendu dans le film. Mais inversement, comme on est dans des sociétés qui vraiment valorisent l'individualisme, et puis on penche de plus en plus vers un modèle à l'américaine de quand on veut, on peut, tout ça. Pour moi, le film, il est vraiment centré sur la dimension systémique. C'est-à-dire que si je fais une accumulation de récits, encore une fois, c'est que quand on te dit c'est un con, ce que j'explique souvent sur la question de la fétichisation sexuelle, si on a tous rencontré le même con, soit effectivement il se déplace beaucoup et il est très mobile en France, soit peut-être qu'il y en a plusieurs en fait. Ils sont plusieurs. Et donc du coup, si on a plusieurs, qu'est-ce que ça dit de notre société, qui n'est pas une femme noire que j'ai rencontrée dans les 45 pré-entretiens et puis après dans les 24 qui ont choisi de participer, il n'y en a pas une à qui, quand j'ai dit, si je te dis gazelle, panthère féline, qui m'a dit on m'a jamais dit ça. Donc ça dit quelque chose de notre société. Moi, c'était ça qui m'intéressait, montrer qu'il y a un caractère systémique, mais effectivement montrer qu'on a quand même une capacité à ne pas se laisser déterminer par les discriminations. Alors, il y a ce que dit le film, ce qu'il contient, et il y a aussi ce que révèle le film par les difficultés que vous avez rencontrées pour le fabriquer, pour le tourner, pour le produire, pour le sortir. Qu'est-ce que vous pourriez raconter de ces difficultés et qu'est-ce qu'elles vous enseignent dans votre travail de déconstruction des stéréotypes et des dominations ? Ce que ça m'enseigne, ça fait écho à la dernière réponse que j'ai donnée, c'est la question de toujours pousser vers plus d'individualisme et de surtout éviter de célébrer l'accomplissement personnel. Là, ce qui me fait très peur, c'est que comme finalement le film sort en salle, comme finalement il y a quand même une bonne couverture médiatique et tout, le discours qui risque d'émerger de ça, c'est vous voyez, quand on veut, on peut. Moi, ce que je dis beaucoup, là, maintenant, c'est qu'il me semble que la dernière femme noire en France qui a eu un film en sortie nationale, c'était Eusanne Palsy, ce qui veut dire que c'était 83-84. Moi, je suis née en 84. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, en fait. Pas le fait que moi, j'ai réussi au bout de 4 ans, avec, effectivement, ma détermination et ma capacité à avoir 25 000 casquettes, à sortir ce film en salle, mais voir ce qui s'est pas passé ces 30 dernières années, et même plus de 30 dernières années, pour que dans le monde du cinéma français, on trouve des réalisatrices soit dans le monde de la télé, soit effectivement au cinéma, mais qui n'ont pas de sortie nationale dans leur film, donc qui ont des exploitations comme ça, on va dire, avec des projections débat et tout ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'institution qui fait qu'on n'est pas capable d'accompagner des gens ? Eusanne Palsy est partie aussi. Donc il y a toute cette question de, moi je me pose beaucoup par exemple la question du mentorat. Quand moi j'ai voulu monter ma boîte de production et distribution, mais vers qui je me retourne ? Chez les aînés des communautés afro, à qui je pourrais demander des choses. Quand aux États-Unis, il y a eu Melvin Van Peebles, Spike Lee, il y a Shonda Rhimes, il y a, comment elle s'appelle, Oprah Winfrey, et qui explique qu'aujourd'hui, du coup, avec toutes ces personnes, et c'est vraiment pas les seules, il y a Judi Dash, tout ça, aujourd'hui, il y a une espèce d'explosion de réalisatrices indé noires, mais ça vient pas de nulle part, en fait. Dee Reese, elle a fait NYU, puis c'était la protégée de Spike Lee. Ava DuVernay, elle a commencé de façon indépendante, mais après, maintenant, elle travaille pour la chaîne de télé d'Oprah Winfrey. Donc, il y a aussi toute cette question de comment est-ce qu'on fait pour que ça s'institutionnalise ? Il y a toujours eu des personnes qui ont, des grosses personnalités, qui sont motivées et tout, mais la question, c'est, encore une fois, une fille noire qui grandirait dans un quartier populaire et qui n'aurait pas eu le même parcours universitaire que moi, et voilà tout le contexte qui a fait que finalement j'arrive à sortir le film en salle, est-ce qu'elle a une chance, elle, juste avec son talent ? Moi, c'est ce que je dis, il y a des gens, c'est juste des artistes. Moi, il faut que je fasse l'administration, la chargée de com, la compta, la distribution, la production, c'est bien, mais tout le monde n'est pas en mesure de faire ça non plus. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire tous ces postes-là ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être scénariste ou réalisatrice juste quand on est une femme noire ?
Alors, il y a une vidéo qui a énormément circulé sur Facebook, YouTube et autres réseaux sociaux. C'est un petit film qui a été tourné par le producteur Alain Etoundi, qui s'appelle « Allez tous vous faire enfilmer » et qui est une dénonciation du racisme du cinéma français, où en gros, ce producteur dénonce le fait qu'il n'est pas parvenu à recevoir les financements qu'il espérait pour un film et que les raisons pour lesquelles cela se produit, c'est parce qu'il y a des stéréotypes beaucoup trop ancrés dans les esprits des décideurs du cinéma français, qui conduisent à la situation que vous décrivez d'une certaine manière, c'est-à-dire des films avec peu de producteurs, peu d'acteurs, actrices, etc., noirs en France. Est-ce que vous pensez que le système du cinéma français est raciste ? Alors, le système dans son ensemble, je ne sais pas. Je pense déjà aussi qu'il est classiste. Il y a un gros problème d'endogamie. Je veux dire, le cinéma français, en fait, c'est Paris 6, 7, 8, 9. Et puis après, éventuellement, il y a quelques financements régionaux. Donc déjà, ça, c'est un problème. Ensuite, il y a une endogamie où il y a des familles. Et ensuite, il y a effectivement la question raciale, mais plus généralement, en fait, de tout ce qui n'appartient pas à la norme. Parce que je veux dire, si on est une personne asiatique, une personne en situation de handicap ou une personne queer en France, on a peu de chances de se retrouver représentée de façon correcte dans le cinéma français. Donc la question, c'est vraiment ça, c'est cet entre-soi, en fait, qui est un entre-soi bourgeois, blanc, majoritairement masculin, qui fait qu'effectivement, après, au niveau des histoires qui sont racontées, il y a un grand problème. Et moi, ce que j'explique, c'est est-ce que ces personnes-là vont être à un moment donné capables de décoloniser leurs imaginaires ? Moi, ce que j'explique souvent, c'est que quand moi, je pitch quelque chose avec des personnages noirs, donc je vais dire, c'est l'histoire de 3 sœurs qui se retrouvent pour faire un road trip après la mort de leur mère, on va me répondre, ah oui, mais c'est un film de noir. Alors après, ce que je dis, maintenant, les gens sont polis, ils disent c'est un film de niche. Hein, bon, voilà. Donc, on va me dire, voilà, c'est un film de noir, mais est-ce que tout le monde va y aller ? Est-ce que les gens vont s'identifier ? Et moi, ce que j'explique, c'est que heureusement que moi, j'ai été capable de m'identifier aux Blancs pendant toute mon enfance, sinon, je ne serais pas devenue cinéphile. Parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choses qui m'étaient proposées où il y avait des gens qui me ressemblaient. Donc, si moi, je suis capable de m'identifier au groupe majoritaire, pourquoi est-ce que l'inverse ne serait pas possible ? Pourquoi il ne serait pas possible en France, à un moment donné, que si je pitch un film sur une famille noire, je pitch un film sur une famille, en fait, et pas sur un film de noir ? Le jour où les personnes qui décident auront compris ça, là, on aura fait un grand pas. Mais donc, du coup, c'est tellement... Je veux dire, c'est un tel degré de non-connaissance du monde en dehors même de leurs arrondissements qui fait qu'effectivement, leur vision à eux est universelle, mais leur universel ne nous inclut pas. Voilà. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que peut-être les choses bougent un peu ? C'est-à-dire qu'il y a eu toutes les difficultés que vous avez rencontrées pour faire ce film, que vous avez raconté dans des entretiens, notamment sur Mediapart, mais là, le film sort, il sort en salle, vous tournez partout, il y a des débats et des projections dans toute la France. Est-ce que pour vous, ça peut être significatif, révélateur du fait que peut-être justement, cette parole-là est audible par un plus grand nombre de personnes ? Mais moi, je pense que le public est en avance sur les institutions. Donc en fait, il y a très longtemps que moi, je disais, c'est pas à vous de déterminer ce que les gens sont prêts à recevoir ou pas. C'est aussi ça, c'est en ça que je dis, il y a du classisme, il y a du mépris. C'est genre, ah ouais, mais c'est un film de 2 heures d'entretien, je pense pas que les gens ils puissent tenir. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait ? Pourquoi tu pars du principe que les gens ils vont pas tenir ? Ça veut dire quoi ? Ils sont niais, ils sont stupides ? Enfin bon. Donc il y a vraiment cette question-là pour moi qui est de... Qu'est-ce qu'on attend du public ? Et en fait, le public, il est prêt. Les gens, ils viennent. Cette question de est-ce que c'est un film de niche ou pas un film de niche, il y a plein de blancs dans la salle. Si c'était ça, l'angoisse, les blancs, ils viennent voir le film, en fait. Donc, du coup, pour moi, la question, c'est si le public est prêt, est-ce que l'institution va bouger ? Et c'est ce que je dis, dans une ironie quand même sans nom. L'institution qui n'a pas voulu me financer, maintenant, si mon film marche en salle uniquement par mon accomplissement personnel, l'argent va rentrer dans les caisses du CNC par le biais de la taxe sur l'audiovisuel. Est-ce que ça, même, ça me garantit que le CNC finance mon prochain film ? C'est pas du tout sûr. Donc là, effectivement, on arrive à un stade où moi, j'attends de voir ce que va faire l'institution. Le public m'inquiétait pas, en fait. Mais l'institution, pour l'instant, elle n'a pas bougé. Donc on verra. Ok, on va suivre ça. Merci beaucoup, Amandine Gay, d'être venue à Mediapart. Donc je rappelle que Ouvrir la voie sort la semaine prochaine, le 11 octobre. Et je signale que le 10 octobre, donc la veille de la sortie, il y a une avant-première et un débat à Saint-Denis, au cinéma L'Écran, auquel... vous participerez, bien sûr, auquel participera également Edoui Plenel. Merci beaucoup, Amandine. Et merci. On termine avec un dernier extrait d'Ouvrir la voie. Peut-être parce qu'on est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et
et qu'on parle pas à notre place, en fait, finalement, tu vois. Enfin, il y a ce truc-là aussi. Il y a des gens qui, pendant très longtemps, ont parlé à la place des minorités et qui n'ont pas, qui n'ont pas la légitimité. Et en France, c'est un vrai problème. Qui prend la parole? Donc, effectivement, ouais, je pense qu'on arrive à une ère où je pense que l'afroféminisme va s'imposer. Je l'espère, en tout cas. Et j'espère qu'il va permettre, en tout cas, aux femmes afro de réfléchir aux armes de leur émancipation, en fait.